cette nuit, je ne sais même pas si Zelensky va pouvoir dormir, ça va être de le convaincre à aller signer ce contrat. Et donc, moi, j'ai bon espoir que tant qu'il est sur le sol américain, les choses vont se jouer. Sinon, c'est la fin de sa carrière. Parce que même les Européens qui sont là, ils sont capables de le lâcher. Hein. Ils sont capables de le lâcher demain. Ah. Chères auditrices et chers auditeurs de la radio Bakambi, vous êtes en compagnie de M. Caius Ebelebe, animateur et fondateur de la radio Bakambi, qui fait une émission que nous appelons Innovant pour innover dans les débats et surtout dans les analyses, pour que vous puissiez nous suivre là où vous êtes, que ce soit le matin, la journée ou le soir. Vous nous suivez, vous faites les commentaires comme nous, et on pense que nos experts et ceux qui comme nous, comme vous, parlent actualité, analyse, seront au plus près de vos analyses. Sinon, vous pourrez faire le débat au travers de ce qu'ils disent. Vous serez ce soir en compagnie de M. Grégoire Gaïno. M. Gaïno, bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, co-débatteurs. Bonsoir, tous ceux qui nous écoutent et bienvenue sur la radio Bakambi. Merci beaucoup, M. Gaïno. Vous serez aussi en compagnie de M. Jean Patrick. M. Jean Patrick, bonsoir. Bonsoir, cher amis Caius Ebelebe. Bonsoir à mes chers co-débatteurs et co-débattrices. Bonsoir également à nos auditeurs et auditrices de la très grande et historique radio Bakambi, la seule et l'unique. Merci beaucoup. Et vous aurez les dames qui sont à vos côtés, qui elles aussi commentent l'actualité, mais qui restent fermes dans leurs analyses. Vous aurez Madame Opou et Jenny. Madame Opou, la reine, l'unique, comment allez-vous? Et je vous dis bonsoir aussi. Bonsoir. Encore là ce soir pour analyser, débattre et comprendre l'actualité. Donc bonsoir mes co-débatteurs, les 2G qui sont là, Gabriel et Grégoire. Bonsoir Sabine. Bon, ben, comme d'habitude, on va passer des bons moments nous-mêmes pour pouvoir partager ce que nous pouvons partager. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, vous aurez votre collègue, ou plutôt la collègue féminine, experte elle aussi, revenue d'un longue absence, mais qui a permis qu'elle puisse améliorer, comme on dit, ses connaissances dans le domaine qui est la sienne, qui sera l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'Afrique tout entière et l'Europe. Nous commentons l'actualité partout où elle se trouve. Madame Miaka, Sabine Bianca, bonsoir. Bonsoir, M. Caius. Bonsoir à tous les fans, auditeurs et auditrices de la radio Bakambi. Bonsoir à tous mes co-débatteurs. Oui, bienvenue. Ce soir encore, on va débattre de l'actualité, essayer d'apporter un peu notre contribution. Donc, tous ensemble, oui, ce soir, je suis là avec les frères et sœurs pour débattre. Merci à tous. Merci beaucoup. On espère que M. Sosten Miamalad va nous rejoindre. Il y a un absent. Il y a souvent un absent, mais les autres sont là pour remplacer, pour combler le vide et pour pouvoir faire en sorte que la voix de celui qui n'est pas là soit toujours un peu représentée. On va commencer l'actualité ce soir avec ce qui se passe du côté des États-Unis. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est très très chaud. Pour beaucoup de gens, c'est historique, c'est inouï, c'est du jamais vu, jamais observé. On ne savait pas comment ça se passe. En tout cas, c'était un combat qu'on a vu, c'était comme du Mohamed Ali contre Foreman, mais là c'était un combat en direct de deux présidents en fonction. L'un vient de revenir et l'un en place. Vous avez vu tous et toutes les échanges houleux qui se sont produits entre M. Trump et M. Zelensky. Moi je suis resté estomaqué, mais tout en étant attentionné, je ne sais pas pour vous. Je vais commencer par M. Gaïno, vous qui êtes le politologue. M. Gaïno, vous avez suivi les échanges entre M. Zelensky et M. Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire, comme les journalistes qui ont vécu que c'est un débat du jamais vu, qui va rester historique entre deux présidents, notamment le président de la première puissance et M. Zelensky, qui est en guerre contre
qui est en guerre contre la Russie. Alors, mais ce qu'on peut constater, c'est que déjà, c'était prévisible parce que déjà, il a été pas très bien accueilli. Et puis ensuite, il venait pour faire signer une exploitation de minerais avec déjà des conditions. Et je pense bien, d'après ce que les commentateurs disent, que ce sont ces conditions-là qui ont commencé à énerver Trump. Bon. Donc, voilà, on a cité ça, mais si vous voulez, moi, ce qui m'étonne, c'est le soutien qu'a Zelensky de l'Europe, des présidents européens. Parce que, pour l'histoire, il faut savoir que cette guerre-là, elle a été provoquée par l'OTAN, qui voulait s'implanter à côté de la Russie. Les gens oublient tout ça, on laisse ça de côté, on voit seulement la guerre. Mais pendant ce temps, on voit plutôt la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Mais pendant ce temps, les gens sont en train de mourir. Or, pour qu'il y ait une fin, il faut qu'il y ait au moins des gens qui interviennent pour pouvoir dire il faut stopper cette guerre-là et arriver à des négociations. Mais là, on a l'impression qu'il y en a qui poussent le vote en guerre, et alors que Trump essaie de lui dire qu'il faut négocier, qu'il faut chercher une entente, comment on peut procéder pour en arriver là. Mais là, on voit que en Europe, c'est plutôt nous allons te soutenir, continue. Or, Trump dit il ne faut pas provoquer une troisième guerre mondiale. Vous savez ce que ça va coûter au monde. Il faut arrêter ça, il faut négocier. On a l'impression qu'il y en a qui ne comprennent pas et qui veulent aller coûte que coûte en guerre et provoquer donc la troisième guerre mondiale. C'est ça ce qui fait peur. Et je ne sais pas si Zelensky l'a compris. Là, on lui a demandé en même temps de partir et de quitter les États-Unis. Donc, je crois que d'ici demain, il aurait quitté les États-Unis. Mais quel sera le résultat de ça? Voilà la vraie question. Quel sera le résultat? Que peut-on attendre de tout ça? Voilà, c'est des questions dont on n'a pas de réponse aujourd'hui. C'est une très bonne question. Hein. C'est la question, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'il va quitter ou bien est-ce que les Européens vont le ramener à la raison, donc le renvoyer à la table de négociation, ce qui va encore le placer en position, comme je dis, de faiblesse. On va écouter Madame Opou. Madame Opou, vous avez vu ce combat entre deux hommes, vous qui passez un peu plus de temps à analyser, à scruter ce que font les hommes. Est-ce qu'on n'a pas assisté à un combat de boxe qui était déséquilibré parce que Zelensky se retrouvait face à deux mastodontes qui n'ont pas hésité à lui rappeler que c'était irrespectueux son comportement de parler comme ça au président américain. Comment on appelle ça déjà? Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis restée dubitative quand je regardais ça. On dirait qu'on est en train de rêver. En tout cas, on est dans un autre monde. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui se passait à huis clos dans le temps, maintenant, c'est au vu et au su de tout le monde. Vraiment. Alors, on voit Zelensky, quand on regarde, ce n'est qu'une marionnette de toutes les façons. Et puis, on voit, mais le président Trump l'a bien dit. Il a dit à Zelensky, voilà quoi, tu dois être reconnaissant. Sans les USA, tu n'es rien. On le lui a dit. Le monde, on ne sait pas où va le monde. En tout cas, le monde bouge, mais dans le bon sens. Parce que tout ce qui ne se disait pas, tout ce qui était caché, maintenant c'est au vu et au su de tout le monde, et on comprend d'où vient le complot. C'est-à-dire ils ont mis en exergue leur complot, quoi. Aujourd'hui, avec les médias occidentaux, ils nous rabâchaient les oreilles en disant bon, c'est la Russie qui a attaqué, c'est la Russie qui a commencé, c'est la Russie qui a fait, c'est la Russie. Voilà. Maintenant, on se rend compte que voilà quoi. Oui, la Russie a une part de responsabilité, mais que quelque part il y a tout ce monde-là, voilà qui accepte que voilà c'est nous qui finançons, c'est nous qui soutenons, c'est nous qui étions là en train de secouer Zelensky pour que cette guerre-là continue. Aujourd'hui, non, Zelensky doit comprendre que maintenant, on ne veut pas. Heureusement, dans ce cas-là,
En tout cas, je suis du côté du président Trump, qui dit maintenant il faut aller vers la paix. Que veut Zelensky au fait? Qu'est-ce qu'il cherche? Il n'a pas eu assez d'argent avec les vies humaines qu'il a sacrifiées. Alors, quand on parle de l'Union européenne, effectivement, l'Union européenne, lui aussi, et sûrement, eux aussi veulent leur part. Et comme ils ne sont pas encore tout à fait d'accord, quelles sont les parts de gâteau qu'ils doivent avoir, ben ils sont là en train de s'imaginer que la guerre doit continuer avant le partage. Attendez, arrêtons de mettre les vies des gens en danger pour leur petit gâteau, quoi. Bon, enfin, en tout cas, je vais écouter les autres et puis on verra s'il y a quelque chose à ajouter. Pour le reste, pour moi, en tout cas, c'est très intéressant. C'est très intéressant que les masques tombent et que la communauté internationale, le monde entier, puisse comprendre d'où vient effectivement cette guerre et pourquoi. Et toute cette complicité, on n'a pas besoin de ça. Vraiment, on n'a pas besoin de ça. On peut parler de tout et de rien, mais on n'a pas besoin de ça. Le monde a besoin de paix. On ne peut pas à la fois parler de paix et de l'autre côté, toujours travailler pour mettre en place des guerres qui n'en finissent plus et que les vies soient sacrifiées, quoi. Voilà, si j'avais quelque chose à dire. Merci beaucoup. Très belle analyse. On va écouter M. Ndion. M. Ndion, quand on écoute ça, on se pose la question. Zelensky va aux États-Unis parce qu'il a besoin du soutien américain. Dans les échanges, c'est ce qui ressort. Il dit j'ai besoin de vous, mais on ne comprend pas. Il est convaincu que Trump doit obéir. C'est même plus il demande, mais il exige la protection américaine. Et il semble avoir le soutien de l'Europe, mais l'Europe ne peut rien faire sans l'Amérique. Et l'Amérique le sait. Et dit, on vous a donné de l'argent, le business c'est le business, vous devez nous rembourser avec les intérêts qui vont avec. L'Europe vous a fait des prêts, même si derrière ils disent qu'il y a des dons, mais la partie des prêts, en écoutant Macron, devrait représenter à peu près 60% de prêts à rembourser, et l'Amérique dit, nous on veut l'intégralité. Qu'est-ce qui fait que pour vous, quand on regarde ça, que Zelensky se permette de vouloir traiter d'égal à égal avec Trump? Alors, je me permets de dire, M. Caius, qu'une fois de plus, l'éducation d'un homme définit l'homme. La formation intellectuelle, la formation politique, le métier d'un homme a toujours un impact sur son comportement, sur ses valeurs. Donc, une fois de plus, on vient de voir Donald Trump, l'imprévisible, casse les codes de la diplomatie, les codes politiques, les codes même de la politesse. Une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, le président Donald Trump a comme domaine d'activité stratégique son métier de base. C'est pas un homme politique, c'est un homme d'affaires. Le président Zelensky, son domaine d'activité stratégique, son métier de base, c'est un comédien. Et là, on voit comment est-ce que le métier de base de chacun d'eux se répercute sur la scène internationale. En privilégiant les affaires, il a un langage cru, il a un langage qui n'est pas diplomatique, il a un langage qui n'est pas politique, il a un langage sans politesse, sans aucune retenue, il appelle le chien par le chien, le chat par le chat, et il énerve son interlocuteur. Zelensky, comédien, qui n'est pas un homme politique par essence, qui n'est pas fait pour les affaires non plus, il ne sait pas comment se tenir. L'un est en costume cravate, l'autre est en t-shirt. Allez-y comprendre. Donc c'est pour dire que les enjeux politiques, les enjeux géopolitiques, les enjeux économiques, donc financiers et commerciaux, se trouvent au centre de cet échec patent. Mais je pense qu'en conclusion, la nuit portant conseil, si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Si ce n'est pas après-demain, tôt ou tard, ils seront obligés de revenir sur la table des négociations, puisque rien et absolument rien ne peut se faire sans négociation. Ce que veut Donald Trump, il ne peut l'obtenir que par la négociation. Ce que veut Zelensky, la paix, il ne peut l'obtenir que par la négociation. Et dans le cas d'espèce, les États-Unis sont incontournables. Je vais chuter en disant ceci, M. Caius et Belébé. Normalement, nous avons vu les interventions d'une part de la France à travers M. Emmanuel Macron. Nous avons vu les interventions d'autre part du Premier ministre britannique. De loin, du Turc, Erdogan. Mais on n'entend pas la voix de l'Afrique dans tout ça. On n'entend pas la voix de l'Union. Il y a quelqu'un qui bouge et qui fait, il y a des, comment dire, il y a du bruit en fond derrière. Allez-y. Donc,
je disais que c'est le moment, normalement, où l'Afrique devait faire entendre une troisième voix, devait faire entendre sa voix. Mais là, l'Afrique est muette. Et tous les pays qui ont intervenu aujourd'hui sont dans l'échec total. Si l'Afrique, le seul continent au monde qui n'a pas le droit de veto, au niveau des Nations Unies, avait un droit de veto, pouvait faire entendre sa voix, pouvait peser dans les négociations. Mais on se rend compte que l'Afrique n'a aucun rôle là-dessus. C'est bien dommage. C'est là que je termine. Vous ne croyez pas qu'en ce moment-là, que l'Afrique, ni l'Asie, ni l'Amérique latine n'ont un mot à dire, hein? Ça se passe entre l'OTAN et la puissance transatlantique qui est les États-Unis. Hein. Il n'y a rien à dire là. Je ne vois pas comment l'Afrique peut intervenir. Mais pourtant, nous savons très bien que du point de vue des conséquences économiques, commerciales et financières, toutes ces zones que vous venez de citer ont été impactées. Hein. Le monde entier a été impacté par cette guerre-là, sur le plan économique, sur le plan commercial. Je ne prends qu'un seul indicateur macroéconomique, qui est l'inflation. On a vu que dans tous les pays du monde entier, il y a eu un mouvement inflationniste mondial sur une guerre qui se passe que sur deux pays, la Russie et l'Ukraine. Voilà, deux pays seulement. Donc, normalement, les autres pays qui ne parlent pas devraient parler. Dernièrement, il y a eu la réunion des Nations Unies. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Au niveau des Nations Unies. Oui, les États-Unis ont voté avec la Russie. Voilà, mais les États-Unis ont fait à leur tête, hein. Ils ont le droit de veto. Ils ont fait à leur tête. Hein. Et excusez-moi d'être un peu vulgaire. Ils ont dit, on n'a rien à foutre. La France a parlé, la France a un droit de veto. Hein. L'Angleterre a parlé, l'Angleterre a un droit de veto. Au niveau des Nations Unies, 2 droits de veto, normalement, devraient dépasser ça. Mais tu parles. Les États-Unis se sont imposés, point barre. Voilà, nous sommes maintenant dans l'impasse. Donc je me dis quand même, voilà pourquoi un monde unipolaire, c'est pas bien. Même bipolaire, c'est pas bien. Il faut que tout le monde puisse avoir un mot à dire. S'il n'y a que les États-Unis qui ont un mot à dire, ou s'il n'y a que la Russie qui a un mot à dire, mais nous sommes mal barrés, comme qui dirait. Je termine par là. D'accord, merci. Madame Miaka, Sabine, on ne vous a pas entendu. Enfin, je vous interroge, même je vous pose la question maintenant. Quand on regarde cet échange et que M. Ndion dit qu'il fallait que l'Afrique puisse intervenir, l'Afrique est plutôt en train d'observer comment les grandes puissances de ce monde dictent leurs lois aux faibles. C'est peut-être ça qu'il faut regarder. Les grandes puissances au monde n'ont pas pitié pour des intérêts économiques d'écraser les plus faibles. Zelensky face à Trump, on le voyait très bien, il a réussi à se retenir, mais on peut imaginer que dans sa chambre d'hôtel, il va éclater en sanglots parce qu'il a été écrasé. D'autres disent qu'il est tombé dans le piège qui veut que désormais, aux yeux du monde, c'est pas le leader qu'il faut en Ukraine aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça aussi pour l'Afrique? C'est d'avoir pu observer au grand jour comment les relations entre les puissants et les moins puissants se déroulent. Merci, Monsieur Caius. Ma foi, c'est vrai que j'ai regardé, j'ai suivi enfin la rencontre Donald Trump avec le président Zelensky. J'étais effarée, j'étais complètement abasourdie, comme la collègue Madame Opoul le disait, ce qui ne se disait pas au grand jour, ce qu'on ne voyait pas, aujourd'hui on les voit. Bon, je ne sais pas à quel point ça a été mis en visio comme ça aux yeux de tout le monde, parce qu'habituellement c'est pas comme ça, c'est inédit. D'ailleurs ils le disent entre eux. Mais dans ce monde-là, je me rends compte que finalement ça fait peur de faire partie des plus faibles, parce que c'est vrai, aujourd'hui, Donald Trump, il dicte finalement, il veut prouver que c'est à lui de dicter puisqu'il est en position de force. Mais nous qui sommes africains, parce que je me dis, parce que si la case de ton ami qui est en paille est en train de brûler, c'est vrai, ce n'est peut-être pas ta case qui brûle. Mais non seulement tu vas le secourir pour savoir ce qu'il a fait, pour savoir comment il s'est comporté, qu'est-ce qui a été à l'origine de l'incendie, parce que demain ça pourrait arriver. Mais nous pays africains, nous qu'on a toujours considérés comme des pays demandeurs d'aide, enfin un continent affamé, un continent qui demande de l'aide, donc un continent faible qui n'a aucun poids sur rien du tout. Je profite pour répondre à la queen que la communauté internationale, va pas voir, hein, c'est la communauté internationale qui est en train d'agir. Parce que quand on parle de communauté internationale, justement, c'est ces grandes puissances-là. Donc, je me dis, quel sera notre sort? Quel sera le sort de nous, Africains, qui sommes des pays faibles? Ça fait plutôt peur. Donc, à côté de ça, qu'est-ce qu'il faudra faire? Moi, je pense que au niveau des puissances, des grandes puissances ou des pays qui ne sont pas en puissance, c'est à nous de voir, de savoir comment faire pour se doter des choses
qui pourrait nous rendre un peu forts, même si on n'a pas les armes, mais qu'au moins sur le plan économique, par nos cultures, par nos ressources, qu'on impose une force, enfin, qu'on soit une force aussi au niveau économique. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, il faudrait qu'on impose une force. Parce qu'on n'en a pas. S'ils ont fait ça à un pays européen, à un pays européen, parce que le pays est sur le sol européen, s'ils ont fait ça à un pays qui était leur, quand diront-ils un pays où ils ont tous considéré que ces gens-là sont moins que nous, c'est des sous-hommes. Donc ça fait peur. Moi, j'ai eu simplement peur pour l'Afrique, j'ai eu peur pour nous. Ça m'a poussé plutôt à me dire qu'il faut réfléchir pour trouver les moyens de se donner une puissance, que ce soit sur le plan économique et même sur le plan monétaire, sur le plan militaire, pourquoi pas? Parce que là, on se rend compte visiblement que il faut être fort pour tirer son épingle du jeu. Sinon, on se fait écraser, on se fait bouffer. Quand on écoute, M. Ndiaye, quand on écoute le débat et les échanges, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on peut penser que la carrière politique de M. Zelensky s'arrête là? Écoutez, c'est quand même un grand coup qu'il a, c'est un grand percute qu'il a reçu en parlant en termes sportifs, en termes de boxe, parce que ça, c'est du chaos, ça s'appelle comme ça. C'est un grand coup de chaos qui le met KO tout de suite. Ça me rappelle le combat Mohamed Ali avec George Foreman en 1914, je pense, en République démocratique du Congo, en République du Zaïre à l'époque. Donc, c'est un grand percute qu'il a reçu là, et donc ça donne le CKO. Maintenant, la nuit porte conseil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que demain, il pourra se relever, présenter ses excuses pour son comportement non diplomatique, présenter des excuses à la communauté internationale, comme le dit Sabine? Est-ce que demain, il était prévu, je me permets de rappeler aux auditeurs et auditrices de Radio Bakambi qu'il était prévu à la fin de leur débat, il était prévu une conférence de presse, elle a été annulée. Il était prévu demain un dîner de travail encore, c'est annulé aussi, puisque apparemment, sauf s'il se rattrape la nuit, dans sa réflexion, apparemment, demain il rentre en Ukraine, à Kiev. Donc, s'il le fait, s'il rentre dans cet état, je peux arriver à la conclusion selon laquelle c'est la fin de sa carrière politique. Si c'est pas la fin de sa carrière politique, c'est en voie de le devenir. C'est-à-dire que tout de suite après la signature, après que la paix soit établie en Ukraine, je pense qu'il ne pourra pas gagner la prochaine élection présidentielle en Ukraine. Je rappelle que il a déjà dépassé son mandat de 1 an ou de 2 ans déjà. Les élections présidentielles étant la période de son mandat est déjà dépassée. Bon là, c'est vrai, il y a la guerre, donc il ne peut pas organiser les élections présidentielles. Mais prochainement, si on organise les élections présidentielles, il ne pourra pas les gagner. De toute façon, je l'ai dit, dans son ADN, son domaine d'activité stratégique, c'est la comédie. C'est un comédien, c'est pas un homme politique. Donc, c'est la fin de sa carrière politique, à mon avis. Voilà. D'accord. Madame Miaka, quand on écoute et je suis en train de lire, le président Macron a appelé Zelensky. D'autres disent qu'il risque de quitter, comme dit M. Ndiaye, il risque de quitter très vite les États-Unis. Mais si M. Zelensky part des États-Unis sans signer l'accord, qui est une condition préalable pour le protéger et protéger l'Ukraine, c'en est fini pour l'Ukraine parce qu'ils seront livrés à la Russie. Ouais. Écoute, merci, mais bon, moi j'ai grand espoir, j'ai encore grand espoir. C'est demain, enfin, ils ont annoncé son départ demain. Mais j'ai encore l'espoir, j'ai encore de l'espoir. Je pense que la nuit, comme on le dit, la nuit porte en conseil. Il a tout le temps de réfléchir. Et je pense que l'Europe a ces 24 heures pour lui faire entendre raison. Parce que c'est toute l'Europe là qui le soutient. J'ai vu le chancelier, c'est pas le chancelier, Scholz, Olaf là, le chancelier allemand. L'ancien chancelier allemand. Voilà, l'ancien chancelier allemand. Macron, en tout cas, il y a l'Europe qui est en train de lui adresser quand même leur encouragement. Donc, je me dis, ces 24 heures seront cruciales pour l'Europe pour lui faire entendre raison. Et j'ai encore bon espoir que demain, je pense que les choses, ça va être signé. Sinon, dans le cas où réellement c'est pas signé, il aura, je pense, il aura signé
lui-même son arrêt, La fin de sa carrière. la fin de sa carrière, parce que connaît pas, je pense il doit même démissionner. Parce que s'il ne démissionne pas, il livre son peuple en pâture. C'est ça. Donc, pour moi, il signerait la fin de sa carrière politique si ce contrat n'est pas signé et qu'il retourne en Ukraine. Mais j'ai bon espoir que les choses peuvent se jouer encore. Tant qu'il est encore sur le sol américain, les choses peuvent se jouer. Parce que beaucoup de gens ont un intérêt là-dedans. Donc, avec l'Europe qui va le convaincre, les choses peuvent se jouer. Parce que j'ai pas vu Macron en train de condamner de façon très claire la position du président Donald Trump. J'ai pas, mais il a plus. Non, il n'a pas. Il a juste rappelé que Zelensky était agressé, que la Russie était l'agresseur, et qu'on doit parler avec la Russie et les États-Unis. Donc, c'est ce qu'il met. Voilà. Monsieur Miamalat nous a rejoint. Je vous signale l'arrivée de Monsieur Miamalat. Au contraire, il a soutenu un tout petit peu aussi Zelensky. Hein. Il l'a carrément soutenu. Hein. Parce que moi, j'ai suivi son interview. Hein. Il a dit que voilà, il faut aider les faibles, il faut aider les pays qui sont agressés. Il faut donc, il demande à l'Europe d'être derrière. Entre les lignes, en fait. Mais oui, mais moi, je suis d'accord. En fait, on ne condamne rien au niveau de Donald Trump. Il prouve aussi que, il prouve aussi que Donald Trump a eu quand même raison dans son attitude. Mais en même temps, d'un côté, il faudrait qu'il soutienne, qu'il envoie un message de soutien, même si c'est de façon codée, diplomatique, à Zelensky, pour dire que, on est toujours de ton côté, de façon officielle. Mais officieusement, les appels qui vont se faire toute cette nuit, je ne sais même pas si Zelensky va pouvoir dormir, ça va être de le convaincre à aller signer ce contrat. Et donc, moi, j'ai bon espoir que tant qu'il est sur le sol américain, les choses vont se jouer. Sinon, c'est la fin de sa carrière. Parce que même les Européens qui sont là, ils sont capables de le lâcher. Hein. Ils sont capables de le lâcher demain. Ah. Écoutez, c'est ça. Hein. D'accord. Madame Opou, j'étais en train de lire. Merci, madame. Merci beaucoup, madame Miaka et monsieur Sostan Miamalat. Merci de nous rejoindre. On est en train de parler de ce qui s'est passé aux États-Unis. Je pense que vous l'avez suivi. Je vais vous avoir. Après, madame Opou, j'étais en train de lire un sénateur américain proche de Donald Trump qu'on appelle le sénateur Lindsey Graham a déclaré ceci. Je ne sais pas si les États-Unis pourront travailler un jour à nouveau avec Zelensky. Il dit, il continue, pour eux, donc lui qui est proche des États-Unis, lui qui est proche de Donald Trump, il dit, le président de l'Ukraine doit soit démissionner, soit envoyer quelqu'un avec qui nous pouvons faire des affaires, soit changer. Alors la question c'est, est-ce qu'à ce moment-là, à ce stade-là, c'est fini pour Zelensky? Parce que c'est un proche collaborateur, c'est quand même fini, parce qu'on ne voit pas comment il peut revenir signer, même s'il revient signer, il perd la face, et... Il n'est pas crédible. C'est fini, il n'est plus crédible, parce qu'il a, d'une certaine manière, pour les proches de Donald Trump, il a insulté le président américain. C'est une injure, ce qui s'est passé. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, on ne cesse de dire que ce monsieur-là n'a pas l'étoffe d'un président de la République. C'est un comédien. Rien que, comme Gabriel l'a dit, regardez comment il s'habille. Il vient où là? Il vient sur un terrain de théâtre? C'est quoi là? Hein? Mais au fait, il faut tirer des leçons quand les choses arrivent comme ça. Imaginez devant Donald Trump des présidents africains. Imaginons. Bon, peut-être qu'ils seront plus polis. Ce ne sont pas des comédiens. Mais quand même, quand on arrive à la tête des États, il faut avoir une certaine tranche, une certaine capacité d'analyse, il faut avoir un certain comportement. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par l'habit. Rien qu'à regarder cette personne-là, moi, vraiment, je ne sais pas quel poids il porte. De toutes les façons, il va signer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. Absolument rien du tout. C'est vrai qu'il a été quand même, apparemment, il a été chassé par Donald Trump de la Maison-Blanche. C'est pas lui qui est parti. C'est Trump qui le chasse. Donc désormais, on va lui dire de leur envoyer quelqu'un d'autre. C'est fini, il faut envoyer quelqu'un d'autre. Voilà. Donc à partir de là, maintenant, c'est à nous aussi, les Africains, de tirer des leçons par rapport à ce qui se passe. On a la chance, on dit en quelque chose, malheur est bon. On a la chance de voir tout ça qui se passe au vu et au su de tout le monde. Avec les présidents africains, ça ne se passe pas comme ça. On aurait dit depuis la chambrette, là, les dégages. Aïe. Mais enfin, c'est pas évident quand je dirais un pays c'est pas
comment on va dire ça déjà, hein? C'est pas de la taxe, hein, comme disait Mitterrand. Le président Mitterrand disait, ben venez, hein, c'est pas de la taxe. Hein, les gens s'amusent. Malheureusement, comme je le répète tout le temps, on s'amuse avec la vie des gens. Qu'est-ce que Zelensky a à perdre de signer le papier pour des gens qui l'ont soutenu? Il sait qu'il n'est rien. À quoi il veut jouer? Il veut démontrer quoi? Aux yeux de qui? Hein? C'est pour ça qu'on dit que c'est un comédien, qu'il laisse la vie des Ukrainiens tranquille. S'il a besoin d'argent, on va lui donner un petit peu. Voilà, par rapport à ce qu'il cherche. Enfin, si j'avais quelque chose à dire. Merci beaucoup. Monsieur Gaïno, pour vous qui suivez dans la politique et qui êtes politologue, Zelensky n'a pas été préparé à ce rendez-vous, ou il pensait que c'était dans la poche, parce que ce qui se passe dans ce qu'on dit dans l'accord, c'est ce qui se passe, c'est que Zelensky exige que le président, avant de signer le contrat, c'est que le président américain lui garantisse une certaine forme de sécurité de son pays. On a quelqu'un qui dort? Non, j'écoute la question. D'accord. Donc on a les États-Unis qui disent vous signez le contrat et puis on parlera après de votre sécurité. Mais Zelensky lui dit on parle d'abord de la sécurité et après on parlera du contrat. On voit bien que ça tourne en rond. Mais est-ce que dans les échanges, ce qui ressort plus, est-ce que dans les échanges entre Poutine et le président américain, le sort de Zelensky n'a pas été déjà scellé, et là il se confirme, parce que les Russes ce soir disent, vous avez vu, c'est une ordure. On vous l'avait dit. Un comédien. Bon, je dirais pas que le sort avait déjà été scellé dans ce sens où Poutine avait promis, et Trump, pardon, avait promis qu'il va résoudre ce problème-là de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et voilà, on a eu, depuis qu'il est élu, on a eu la visite du président Macron, et là on vient de voir, d'assister à la visite de M. Zelensky. Et tout le monde voit ce qui s'est passé. Mais je ne crois pas que la carrière de Zelensky, la carrière politique, dépend de cette rencontre-là. Elle va dépendre beaucoup plus du soutien qu'il va bénéficier de l'Europe. Quel sera le soutien que l'Europe va lui apporter? Est-ce qu'on va cheminer tout doucement vers la Troisième Guerre mondiale, ou est-ce que Zelensky va revenir pour dire oui, j'accepte la négociation avec la Russie? Vous croyez qu'on peut encore être la guerre alors que Trump, c'est lui, c'est gagné, c'est acquis, plus de guerre terminée? Vous croyez encore qu'on peut avoir la Troisième Guerre mondiale? On sent que l'Europe, eux, sont des va-t-en guerre, mais l'Europe désormais pense aussi à leur argent, parce que la crise aussi a tapé le portefeuille européen. Vous pensez encore qu'on peut aller vers une Troisième Guerre mondiale? Ah, tout à fait, parce que quand on voit le soutien aujourd'hui des grands pays d'Europe, on peut se poser cette question, bien sûr, est-ce qu'on ne va pas tout droit vers la Troisième Guerre mondiale? Parce que Zelensky va trouver les ailes, puisque du côté des États-Unis, qui sont leurs alliés fidèles, ils se sont abandonnés. Mais de l'autre côté, donc du côté de l'Europe, on lui tend la main. Et lui, il va avoir le soutien. Parce que les Européens aussi ont entendu ce que comment Trump a traité l'Europe. Donc, ils vont, en même temps, vous voyez, il y a une guerre verbale qui commence. Déjà, entre les États-Unis et l'Europe, il n'y a plus la même entente. Donc, il n'y aura plus la même... Et vous avez Zelensky qui vient d'être humilié par Trump, et les Européens vont en profiter pour dire, mais voilà, tu veux l'abandonner, mais il est avec nous. Donc ils vont tout mettre là-dedans, et Zelensky va avoir de nouveau des ailes, puisqu'il aura l'aide, donc il va poursuivre la guerre. Et s'il poursuit la guerre, il faut s'attendre à ce que même les États-Unis disent à la Russie, maintenant, déploie toutes tes forces, défends-toi. Vous voyez le danger. Madame Épouse, si vous pouvez couper le micro chez vous, ou bien ceux qui parlent, parce qu'il y a des gens qui parlent entre eux, coupez le micro, d'accord. Le danger, il est là. Donc voilà ce qu'il faut craindre. Donc on ne peut pas dire que sa carrière politique est finie. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut s'attendre à ça. Monsieur Gaïno, il peut être contourné. Hein? Il peut. Nous sommes là dans le peut-être. Mais l'hypothèse plausible, c'est qu'il va être soutenu par de nombreux pays européens. Et vous pensez que l'Europe, sans les États-Unis, a les moyens d'affronter la Russie? Je ne crois pas du tout. Vous aviez quand même la France qui est un pays nucléaire, qui possède aussi l'arme nucléaire. Vous avez aussi la force de l'Europe, il ne faut pas la sous-estimer. Grégoire, oui. Grégoire, j'ai envie de dire que la France, elle est quand même
la France est la seule en Europe là, à posséder les armes du chiadisme. La France est la seule. Hein? Oui. Ah ben, Mais tout à fait. mais ce qui est là. on parle de la Russie là, et qui aura pour allié sans les États-Unis. Hein? Donc, je ne pense pas que l'Europe, en tout cas, c'est mon avis, excusez-moi d'avoir coupé, je ne pense pas vraiment. La France est vraiment le seul pays dans cette histoire à posséder une arme nucléaire. C'est pour ça, quand on voit les autres pays européens, ils parlent. Mais c'est pour ça que la France se met en avant. Parce que les autres, ils n'ont pas cette arme-là pour déclarer la guerre à la Russie. Bon. Et puis, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais sauf que ce soir, vous avez vu déjà Macron qui était en voyage, qui a même téléphoné à Zelensky. Donc, je ne crois pas, parce que ce que je pense... Vous pouvez chuter, M. Gagnon, on va prendre M. Mimbalet, n'a pas encore parlé. Oui, bon, je courte là. Ce que je pense, c'est que, bénéficiant du soutien de l'Europe, Zelensky va s'aventurer encore de plus belle. Et il faut s'attendre à ce que la Russie lui réponde de façon beaucoup plus, beaucoup plus forte, en un mot. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Mimbalet, vous n'avez pas parlé, on parle de l'actualité aux États-Unis. Zelensky face à M. Trump. Trump qui lui demande d'arrêter de parler et de ne pas d'être reconnaissant de ce qu'a fait les États-Unis pour lui. Zelensky a considéré qu'il était reconnaissant et qu'il pouvait lui aussi hausser le ton. On a assisté à un débat houleux, inouï dans l'histoire du monde. Beaucoup nous disent que ce n'est pas possible. On pense que les présidents africains, eux aussi, sont tensés comme ça. En tout cas, Laurent Gbagbo l'a dit dans son livre « Pour la vérité, pour la justice ». Hein. Ils se font tenser, ils se font menacer. Et là, au grand jour, on voit deux bagarreurs. Alors, on se pose la question, est-ce que après ce débat, Zelensky a encore un avenir? Et surtout, est-ce que l'Europe peut soutenir Zelensky face à la Russie qui, dès même ce soir, va déployer des forces pour démontrer que Zelensky a eu tort de parler aussi de manière assez impolie à Trump? Qu'est-ce que vous pensez? Là, je vois que vous avez deux questions en une seule. Oui, j'essaie de vous rattraper. D'abord, la visite de Zelensky. C'est un fiasco, c'est vraiment un fiasco. Trump, Zelensky ne peut rien sans le soutien des États-Unis. Et l'Europe seule ne peut pas soutenir l'Ukraine. Ils n'ont pas l'argent pour soutenir une guerre comme celle de l'Ukraine avec la Russie. Ça, c'est de un. Maintenant, quand on voit le comportement de Zelensky, tu sens que c'est un comportement défaitiste. Il sait déjà que les carottes sont cuites. Surtout pour lui, son avenir politique est scellé et la paix se fera sans lui. La paix se fera en contournant Zelensky. C'est maintenant l'homme du passé. Il n'est plus l'homme de l'avenir. Bon, maintenant, s'il vient, ce que Macron est en train de faire, je crois que c'est pour sortir la tête de l'eau. C'est une façon de gesticuler, montrer que l'Europe est forte. Mais ils crient eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas de parapluie d'hommes de fer. L'Europe n'en a pas. Les tirs aériens, le combat aérien, il n'y a que les États-Unis qui sont capables de défendre l'Europe, de mettre un rideau pour protéger l'Europe. Ils vont jamais atteindre la Russie, ils ne peuvent pas donc gagner la guerre. Ils vont recevoir les miettes de la paix. Mais sinon, c'est entre les États-Unis et la Russie que se joue la paix. Sinon, le reste, c'est maintenant le théâtre qu'on nous montre avec un guignol comme Zelensky. M. Ndian a dit que l'Afrique devrait parler, devrait avoir sa place. On n'entend pas la Chine, on n'entend pas les pays d'Océanie, on n'entend pas les pays d'Amérique latine. Est-ce que vous pensez que le conflit qui se déroule là, aux portes de l'Europe, avec les États-Unis comme support pour l'instant, et qui disent désormais, nous, on va arrêter cette aide si vous continuez à jouer avec nous, est-ce que les autres pays, les autres nations ont aujourd'hui leur mot à dire dans ce conflit? Mais non. Pardon. Tout simplement, je peux. Madame Opou, vous vouliez parler? C'est monsieur Mimbalet qui parlait? Madame Opou? Oui, non, moi je voulais apporter l'information en fait. Parce que tout à l'heure, le frère Baïno a parlé de l'Europe. Tiens, je ne sais pas si vous avez suivi la marche qu'il y a eu tout à l'heure avec les Patriotes. Il y a eu une marche tout à l'heure à Paris. On dit les militaires refusent de s'engager et la France demande le Frexit. Voilà, que les Patriotes demandent le Frexit, c'est-à-dire sortir de l'Europe. Les gens ne veulent plus de cette guerre-là, c'est-à-dire à partir de là, l'Europe va faire quoi avec Zelensky? Déjà, l'Europe est divisée. La France n'en veut pas. C'est tout. Je voulais apporter juste cette information. Merci. Monsieur Mimbalet. Et revenant à la question, je pense que la guerre, si les autres pays, les autres continents ne s'ingèrent pas, parce que
c'est une guerre en principe européenne. C'est une guerre en Europe, entre l'Europe, qui se discute un peu le continent. Sinon, même l'Amérique est venue comme un cheveu dans la soupe, excitée par l'OTAN. Ils ont fait la guerre. Donc, les autres pays assistent. C'est entre les grandes puissances, entre guillemets. C'est les grands pays du monde. Ils sont en Europe en majorité. Donc, c'est leur guerre. Les autres nous ne sommes que des spectateurs. C'est à eux de trouver l'issue de la fin de la guerre. Sinon, c'est pas un autre continent qui viendra finir la guerre de l'Europe. Ça, je n'y crois pas. Il n'y a que l'Europe elle-même, soutenue par les États-Unis, leur chef. Donc, moi, je voudrais compléter ça, Stan. Allez-y, M. Jean. Je pense que les États-Unis, pour qu'ils puissent avoir une paix que nous avons appelée durable entre la Russie et l'Ukraine, les États-Unis sont incontournables. Pour une raison tout à fait, pour deux raisons. Une raison financière et une raison militaire, de puissance. La raison financière, c'est que l'engagement financier des États-Unis est trop énorme. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre plus de 112 milliards d'euros déjà dépensés dans cette guerre. Rien que l'aide américaine. Ça, c'est le 1. Ensuite, la deuxième raison, c'est sur le plan diplomatique, le plan politique. Nous savons que le plus grand contributeur de l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. Le plus grand contributeur de toutes les institutions des Nations Unies, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, même s'il y en a 2, 3 vétos au sein du Conseil de sécurité, les États-Unis peuvent s'en passer. Nous avons vu aussi ce qui s'est passé avec la guerre en Libye, la guerre en Irak. Hein. Tous les 5 pays qui ont le droit de veto, 4 avaient dit « nous ne voulons pas de cette guerre ». Les États-Unis sont allés tout seuls, hein, et on a vu aujourd'hui la conséquence avec l'Irak. Donc aujourd'hui, une autre solution pourrait être trouvée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soutenue par Madame Sabine, si la nuit ne lui porte pas conseil pour venir demander pardon et revenir sur la table des négociations, il s'en va. Non seulement il a signé son arrêt de mort politique, on trouvera une autre solution, c'est-à-dire on va constituer peut-être une autre délégation sans Zelensky, qui sera composée des Ukrainiens et peut-être de l'Union européenne, et revenir sur la table des négociations. Parce que les États-Unis ne vont pas continuer toujours à dépenser de l'argent. Aujourd'hui, ils sont entre 112 et 114 milliards d'euros dépensés déjà, alors que nous avons vu la semaine dernière, hein, l'Union européenne, combien il a donné 3,5 milliards. Donc c'est infinitésimal par rapport à la masse d'argent donnée par les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est de 2. Maintenant, de 3, il y a encore une autre possibilité. Hein. Bon, mais comme l'avait dit Donald Trump, que c'est un gars qui n'est plus... c'est un dictateur. Enfin, c'est un peu péjoratif, mais il n'est pas là. Il a déjà dépassé son mandat. Donc, il est hors mandat. Est-ce qu'il faut organiser des élections là-bas, présidentielles, pour trouver une sorte de raison, de moyen pour changer d'interlocuteur, ou on laisse les choses dans l'État, mais on forme une délégation dans laquelle Zelensky ne sera pas là pour signer les contrats avec les États-Unis, que les États-Unis puissent avoir leur retour d'investissement sur leur argent dépensé. Et comme ça, après la signature de ce contrat-là, eh bien, la paix pourra s'installer avec la Russie, puisque la Russie n'attend que ça. Voilà, je chute. D'accord. Et vous savez que là, on est en train de lire encore une fois, c'est que Trump est Zelensky est en train de remercier les États-Unis. L'impression, c'est qu'il va partir, mais c'est l'impression que, comme vous dites, s'il part, il s'assurera qu'une délégation va le remplacer pour continuer les négociations. Sinon, ben, c'est pas lui seulement, ça sera l'ensemble des Ukrainiens qui seront exposés à la Russie. C'est un sujet qu'on va suivre et qu'on va regarder de près. Oui, Madame Miaka. J'ai envie de juste rajouter que si Zelensky ne signe pas ce contrat-là, même s'il le repart, le contrat, quoi qu'il en soit, il va être signé. Certainement pas par Zelensky, mais le devenir de Zelensky même, c'est-à-dire il va devenir quoi politiquement? Déjà aux yeux de l'Europe, c'est comme il sera même encombrant. Il sera encombrant. Et l'Europe, s'il est déjà encombrant avec ses supporters, avec les gens qui le soutiennent, comme l'Europe. Donc, quel est son avenir politique? De toute façon, c'est-à-dire que c'est lui qui est le président, c'est lui qui va signer le contrat. Mais de toute façon, s'il ne signe pas le contrat, moi, je pense que c'est la fin de sa carrière politique, ou alors, il va certainement demain matin signer le contrat. Sinon, s'il repart, c'est la fin. Moi, je pense même qu'il va démissionner. S'il ne signe pas le contrat qu'il part, il va démissionner. Parce qu'on voit plus d'avenir politique pour lui. On voit pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut affronter l'Ukraine? Est-ce qu'il peut faire cette guerre? Ce que moi je vois avec l'Europe. La Russie, vous voulez dire? C'est que l'Europe n'est pas prête à affronter cette guerre. L'Europe ne peut pas. La France, elle se met en avant, mais tout le reste, ils parlent, mais timidement. Ils sont pas prêts à affronter la guerre avec l'Ukraine.
aux côtés de l'Ukraine. C'est ce que je vois. D'accord. Alors, s'il y avait un mot à dire, c'est un peu ce qu'on va faire désormais, hein, une forme de solution que nous pouvons entrevoir, l'idéal, ça serait ce que proposent désormais les Américains. On remplace Zelensky dans les négociations, on fait venir des nouveaux négociateurs pour trouver une brèche et sauver la face. C'est un peu ça qui va sortir. Ou même Zelensky peut rester signé, et puis quand il rentre, c'est terminé pour lui. Moi, je pense que cette formule-là est très intéressante. Radio Bakambi doit être force de proposition. Et cette proposition-là que tu viens de faire là, monsieur Caius Ebelebe, elle est logique. Parce que tout le monde a besoin de la paix. Même Vladimir Poutine, qui est assis dans son fauteuil là, en train de rire, de se moquer de Zelensky, il a besoin de la paix. Le monde entier a besoin de la paix. Mieux, le peuple ukrainien a besoin de la paix. Donc, avec ou sans Zelensky, on doit imposer la paix. Maintenant, quant au devenir politique de Zelensky, ben écoutez, les enjeux politiques, les enjeux de paix sont plus importants que l'avenir politique d'un individu. C'est un sérieux quand même. Je pense qu'il faut constituer une nouvelle commission, une nouvelle équipe sans Zelensky. On signe le contrat, on signe la paix et la guerre est finie. Voilà. Mais Zelensky ou pas, ce que je voulais ajouter, c'est que pour faire la paix, il faudrait que l'Ukraine soit amputée de 20% de son territoire. Quelle que soit l'issue des négociateurs, Zelensky ou pas, Poutine ne fléchira pas là-dessus. Trop de Russes sont forts et il pourra parler le Donbass. On va négocier, mais la partie n'est pas négociable. Ils vont négocier pour le reste. Il va essayer de serrer les mains, dire que la zone là, ça c'est devenu russe. Le référendum est passé par là. Donc Zelensky, c'est le plus grand perdant. Il y a Zelensky, puis l'Europe. L'Europe et notamment la France qui parlait trop sur Poutine. Et la France ne sait pas négocier. Ils ont trop parlé de Poutine en mal. Or, quand vous parlez en mal de quelqu'un, naturellement, il est aigri et puis vous devenez ses adversaires pratiquement à vie. Parce que surtout que l'URSS a toujours aidé la France. Dans l'ancien temps, ils ont sauvé à moult reprises les Français. Mais ils sont remerciés en monnaie de singe l'ingratitude des Français. C'est ce qu'ils font même avec les Africains. La France est un pays des ingrats et voilà que Poutine n'a qu'à les coincer comme ça. Et ils les ont coincés parce que, bon, c'est la nature des Français, c'est des hypocrites et ils ont l'ingratitude. Voilà la nature des Français. Merci. Mais je voudrais compléter quand même, mon frère Sosten, deux exemples en une minute. Le premier exemple, c'est que entre la France et l'URSS, hier, aujourd'hui la Russie, qui doit à l'autre? C'est la France qui doit à l'autre parce que l'URSS hier, aujourd'hui la Russie a bel et bien aidé la France à la Seconde Guerre mondiale. Ça c'est de 1. Maintenant, de 2, on a vu aussi le dédain, le comportement de Vladimir Poutine vis-à-vis de Emmanuel Macron, parce que l'engagement d'Emmanuel Macron, même sa dernière décision là, qui heureusement qui n'a pas trouvé, qui n'a pas fait long chemin, qui n'a pas fait long feu, de vouloir envoyer des soldats à terre pour participer à cette guerre-là, comme l'a dit Sabine tout à l'heure, le peuple français, les militaires, ont refusé. Mais il n'y a aucun pays européen aussi qui l'a suivi dans cette voie. On a vu comment Vladimir Poutine, disais-je tout à l'heure, l'a reçu à la maison, au Kremlin. Hein. Vous avez vu la longueur de la table, vous avez vu la longueur de la distance, même pas de salutation de main. Bien sûr, il y avait la raison du coronavirus, mais soyons sérieux. Est-ce que c'est comme ça qu'on reçoit quelqu'un? Donc c'est pour dire, comme l'a dit Sosten tout à l'heure, lorsque tu te comportes comme ça vis-à-vis de quelqu'un, il devient aigri et pour continuer l'amitié avec toi, pour négocier avec toi, il le fait maintenant avec beaucoup de pincettes et beaucoup de lottes là. Et nous voyons aussi, pour terminer là-dessus, nous voyons aussi le comportement de Donald Trump. Comment il a reçu Emmanuel Macron? Vous avez vu là? Comment il a reçu Zelensky là? Il n'est même pas venu à l'aéroport, il n'est même pas venu au perron de la Maison Blanche, s'il vous plaît. Il a attendu directement dans le bureau. Voilà. Contrairement à Starmer et contrairement à Zelensky, il les a reçus à la porte de la Maison Blanche. D'accord, merci beaucoup. Si personne d'autre n'a rien à ajouter, on va conclure sur ce sujet et on va attendre la suite des événements en espérant que le monde a vu comment les faibles sont traités, mais surtout il ne faut pas non plus qu'on s'arrête seulement au fait que ce soit faible. C'est qu'un pays qui n'est pas fort, et c'est ce qu'on peut reprocher un peu à l'Ukraine, c'est que j'avais vu une émission où ils ont parlé de leurs usines
de minerais qu'ils veulent refaire, ils ont dit que depuis 1968, les usines n'ont jamais été modernisées et ils demandent donc aux Américains d'apporter de l'argent. Mais ce n'est pas gratuit. Et à côté, on a le Congo-Kinshasa, comme certains font des reproches. Zelensky n'a pas d'armée forte, n'a pas un pays fort, donc il est allé demander de l'aide. Ça aussi, c'est quand même une leçon à prendre, hein, de voir que les pays qui comptent sur les autres sont à la fin utilisés pour les intérêts des puissances et à la fin, leurs leaders sont remerciés. On espère que le Rwanda aura pris sa leçon et qu'il comprendra que tôt ou tard, lui aussi sera remercié de la monnaie de singe. Et encore une fois, essayez de savoir que nous ne faisons pas la politique, mais nous essayons de comprendre la politique.